Alors, correction de l'exercice 16 sur les interférences à la surface d'un liquide. Donc on a deux vibreurs V1 et V2 qui sont synchrones, donc ils émettent en même temps, de fréquence 200 Hz, qui produisent donc des ondes à la surface d'un liquide qui se propagent à une célérité c de 4 mètres par seconde et la distance qui les sépare est A égale 16 cm. Alors, ce qu'on peut déjà faire dans un premier temps, avant d'attaquer les questions, c'est de remettre les données uniquement sur la partie supérieure, sur un brouillon. On doit voir que la fréquence, on a bien donc 200 Hz. On a besoin de la célérité c qui vaudrait 4,0 mètres seconde moins 1. Et surtout, c'est de convertir l'unité de la distance qui les sépare petit a qui vaut 16 cm, soit 16 10-2 mètres. Préférentiellement, je conseillerais c'est de changer donc les unités de centimètres à mètre uniquement avec les puissances de 10, au lieu de s'embêter avec les 0, dont on pourrait avoir l'utilité en mathématiques, mais nous, ici en physique, ça ne l'est pas. Donc déterminer la longueur d'onde des ondes produites par chacun des deux vibreurs. Donc étant donné qu'on connaît la célérité, qu'on connaît la fréquence et qu'on cherche donc la longueur d'onde lambda, on peut donc utiliser la relation que C est égal à lambda fois F. Par transformation, j'ai une multiplication entre lambda et F. Donc le sommet c'est passer la division. Et on aurait donc que lambda est égal à C divisé par F. Si on fait donc l'application numérique, on va tomber sur la valeur de 2, 10 puissance moins 2 mètres. Question 2. Un point P est situé sur l'axe reliant V1 et V2 à une distance B du vibreur V1. Faire un schéma et exprimer la différence de chemin, donc delta V1P moins V2P, au point P entre les deux ondes en fonction de A et de B. Le meilleur moyen, c'est de refaire le schéma au fur et à mesure. On sait qu'on a donc V1 et V2, des éléments qui sont synchrones et qui émettent à la surface de l'eau. Ces éléments qui sont synchrones à la surface de l'eau, ils sont donc distants de B par rapport au point P, mais tous deux, on nous dit au départ dans l'énoncé qu'ils sont distants de A. Donc ici on a une distance petit a, et entre les deux, quelque part, ça, je place le point P. Et donc, le point P, il est situé donc à une distance B de V1. Donc cette distance ici, c'est la distance B. Si on applique la formule qui est donnée dans l'énoncé, la différence de chemin entre V1P moins V2P, on a donc à considérer que c'est donc B moins de V2AP, et bien c'est la différence entre A et B, donc A moins B, sans oublier les parenthèses puisqu'on parle de deux structures différentes. Et maintenant, si on développe en ouvrant les parenthèses, on s'aperçoit que donc cette différence de marche, elle vaut 2B moins A. Exprimer la relation, pour la question 3, entre la différence de chemin et la longueur lambda pour les interférences constructives. On n'oublie pas que dans un système d'interférence constructive, on a delta qui est égal à k fois lambda. Donc ça, interférence constructive parce que on va avoir addition des intensités. Question 4. Précisez les valeurs de B pour lesquelles l'amplitude des ondes au point P est maximale. Donc, amplitude maximale, ça veut dire qu'on a donc des interférences constructives. Ainsi donc, on doit faire correspondre la différence de marche qu'on a exprimée à la question 3 et la différence de marche exprimée à la question 2. Par l'égalité, donc on aurait donc 2B moins A est égal à k fois lambda. Donc, maintenant, nous, la question, c'est donc de préciser les valeurs de B. Je veux 2B, moins A passera de l'autre côté et deviendra plus A. 2 multiplie B, en passant de l'autre côté, il va diviser tout le nombre entier. Donc on va avoir B est égal à k fois lambda plus A, et c'est l'ensemble qui sera divisé par 2. À la question 5, donc calculer le nombre de franges d'interférence d'amplitude maximale entre les deux vibreurs. En sachant qu'entre les deux vibreurs, on a donc une distance A qui vaut 16 cm. Donc si on a A qui est égal à 16, 10 moins 2 mètres, et on peut déjà commencer en faisant le simple fait que si on pose K égale 0,
Donc on a comme intensité, du coup, on a un B qui vaudrait 8, 10 moins 2. Eh bien, on peut cheminer ainsi, donc soit petit à petit, soit de faire le raisonnement mathématique. 8 pour arriver à 16, étant donné qu'on a donc un B, d'accord, qui dépend du nombre K, qui est un nombre entier. On peut donc arriver à la conclusion qui va donc avoir à l'intérieur 8 franges. Donc, correction de l'exercice 16 sur les angles caractéristiques de diffraction. On réalise donc la figure de diffraction d'un fil calibré d'épaisseur 60 micromètres avec un laser de longueur d'onde dans le vide lambda égale 550 nanomètres. Ce qu'on peut déjà faire en physique, c'est un schéma, parce que le schéma, c'est un énorme pourcentage du travail qui sera à faire. Donc, on a besoin, donc, pour une figure de diffraction, donc on a dit, d'un laser. Le laser, lui, il envoie donc à lambda 550 nanomètres, donc 550 10-9 mètres. On a nécessité de le faire donc diffracter à travers un fil. Donc ce fil, on peut le mettre dans une diapositive, qui a pour épaisseur, donc comme finalement l'ouverture d'une diffraction de fente qui serait A, et comme on a 60 micromètres, ne pas oublier que des micromètres, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Ceci étant, on le récupère donc sur un écran un peu plus lointain. On peut schématiser, nous, ce qu'on attend. Donc on sait très bien qu'on va l'envoyer. Donc on va l'envoyer dessus. Et que ce qu'on va récupérer, vu qu'on va avoir un cône d'ouverture, une tache centrale lumineuse. Et on va avoir des taches après, plus petites et de moins en moins lumineuses. D'accord? De manière très vulgaire et de manière grossière, voilà ce qu'on attendrait dans le schéma. Déterminer la couleur du laser. Alors, en utilisant le cercle chromatique ou alors en retenant donc les valeurs qui sont utilisées. C'est un laser de couleur verte. Faire un schéma de la situation en faisant apparaître θ. Ah bah ça tombe bien quand finalement on a déjà fait un schéma au brouillon. Soit on s'y reprend, soit on fait un schéma. On va essayer de le refaire proprement. Donc on a ici un axe optique de direction d'étude. Nous on a une diapositive avec ici l'obstacle, qui est donc le cheveu. Donc c'est lui. Hop, on pourrait le symboliser comme ceci, qui sera petit a, et j'ai un écran à la fin. De cet obstacle, on a donc un cône d'ouverture, donc avec un demi-angle θ à l'intérieur. Et on va donc avoir, voilà, l'ouverture pour la tâche centrale. Cette tâche centrale, ça correspond, d'accord, alors je vais le faire en arrière, à mon auréole la plus lumineuse, puis après j'aurai les taches colorées de moins en moins grandes, de moins en moins intenses en lumière sur le côté. Il ne faut pas oublier que entre donc l'obstacle et l'écran, il y a une distance grand D et que on pourrait mesurer la largeur de la tâche centrale, qu'on pourrait appeler ça petit d. Question 3, parce que là pour l'instant il s'agissait juste de faire que le schéma. Calculer la valeur de θ. On a différentes formules. On sait que θ c'est égal à lambda sur A. Et on sait que θ est égal à, donc, puisque c'est le demi-cône d'ouverture, d sur 2 par rapport à grand D. On n'a pas les informations de petit d et de grand D, par contre on a les informations de lambda et de petit a. D'où l'importance de les mettre aussi sur le brouillon, sur le premier schéma de travail. Eh bien, si on fait les valeurs, on obtient donc un θ qui vaut 9,17 10 puissance moins 3. Et comme c'est un angle très petit qu'on est en domaine optique, on travaille en radians. Question 4. On demande donc à la largeur de la tâche centrale de diffraction qui vaut 2 cm. Donc on me donne petit d. Donc là, je peux rajouter maintenant sur mon schéma, c'est-à-dire j'ai 2,010 moins 2 mètres. Déterminer la distance grand D. Donc je cherche le dénominateur de ma formule précédente. Puisque je cherche le dénominateur, j'inverse entre θ et d. Le rôle numérateur et dénominateur, donc grand D, c'est petit d sur 2θ. Pour certains, si c'est nécessaire, passer par toutes les étapes intermédiaires de manière à retrouver ce calcul-ci, d'accord, en mettant tout sur le même dénominateur, en éliminant aussi les dénominateurs communs, et après en repassant en division. Donc nous on cherche grand D, et si on s'applique correctement, on trouve grand D qui vaut à peu près 1,09 m. Donc, correction de l'exercice 20 sur le profil des franges d'interférence. Alors, une expérience d'interférence est réalisée donc avec deux fentes fines parallèles éclairées par un faisceau laser de lambda 520 nanomètres
et on obtient donc le profil d'intensité lumineuse récupéré par un capteur situé à 1,50 m des fentes. Si on fait le schéma, encore une fois, source laser, on a un système bifente, donc pour 2 obstacles. On a donc un profil qui est ramené par un capteur, donc le capteur qui servirait finalement d'écran pour récupérer ce qu'on obtient. On sait que notre source émet lambda égale 520 nanomètres, donc 520 10-9 mètres. On se trouve à une distance d du profil qui vaut 1,50 m. Et ce sont les seules informations qu'on ait pour l'instant en information. On sait que par contre, nous, sur notre schéma, puisque donc on a 2 obstacles, on doit avoir un système d'interférence, c'est-à-dire avec des franges lumineuses espacées et des espaces donc sombres, d'accord, pour les moments où on a donc une interférence destructive. Déterminer la valeur de l'interfrange petit i avec le plus de précision possible. Déjà, pour la formule, on sait que petit i, c'est lambda grand D sur petit a. Nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est de pouvoir retravailler avec un autre élément, de savoir que le lambda d sur a pourrait aussi se transformer en disant que c'est aussi donc θ fois d, c'est aussi donc petit d sur 2d fois grand D. Autrement dit, j'ai une interfrange qui pourrait être égale à petit d sur 2, mais moyennant le fait que c'est la distance entre 2 maximums. Donc puisque c'est la distance entre 2 maximums, et qu'on l'utilise ici sur le graphique, on obtiendrait que i est égal à peu près à 2,4 10 puissance moins 3 mètres. Calculer la valeur de l'écartement petit a entre les fentes. Et bien, comme on a utilisé la formule tout à l'heure, a est au dénominateur, i c'est l'interfrange, donc j'inverse les deux nombres, lambda d sur petit i, et lorsque on applique la valeur numérique, on trouve un écart a qui vaut 3,25 10 puissance moins 4 mètres. Pour la première question, c'est soit on prend le calcul, soit on prend le graphique, et prenant le graphique, c'est la valeur la plus simple et la plus précise possible, puisque c'est ce qui est sous-entendu. D'accord ? Quand on vous demande d'avoir de la précision, c'est de se faire avec le graphique, et non pas de s'engouffrer dans la partie calcul, bien sûr. Alors, correction de l'exercice 33 sur les incertitudes de mesure. Pas vraiment l'exercice qui plaît le plus aux élèves, mais ça fait partie des éléments obligatoires pour le bac de cette année, pour les terminales SP, donc il faut y passer. Incertitude de mesure. Une expérience de diffraction est menée donc avec un laser dont on ne connaît pas la longueur d'onde. Les mesures obtenues sont les suivantes. La largeur de la fente A, 0,200 plus ou moins 0,05 nanomètres. Distance entre la fente et l'écran, D égale 180 plus ou moins 0,1 mètre. Largeur de la tâche centrale L, 13,1 plus ou moins 0,1 mm. Avant toute chose, si le sujet ne précise pas qu'on va travailler avec les incertitudes, vous pouvez déjà être certain que si on vous donne comme information des plus ou moins, on va vous demander à un moment ou à un autre de calculer l'incertitude. Donc c'est-à-dire que ça fait vraiment partie des valeurs, des informations qu'il ne faut pas du tout négliger. Alors, en considérant, première question, θ petit, calculer θ. Clairement, c'est une question de cours, on vous demande de redémontrer la formule. En sachant que, normalement, vu qu'on fait une expérience de diffraction, ce qui serait peut-être demandé dans les questions précédentes d'un sujet de bac, c'est de faire le schéma. Source, élément de diffraction, donc ouverture quelconque, dimension petit a, selon direction optique qui va dans ce sens, un écran. On sait que l'ouverture entre donc A jusqu'à la tâche centrale donne un cône d'ouverture et que ce cône d'ouverture ici, donc c'est θ, le demi-angle pour lesquels on aurait la relation donc d'une tâche qui s'effectuerait, qui pourrait donc avoir une dimension totale. Et si on prend les notations de l'exercice, donc largeur de la tâche centrale grand L, sur une distance totale qui sépare l'écran de l'obstacle, c'est la lettre D, comme ceci.
On pourrait rajouter les valeurs si on avait besoin. Nous, ce que l'on veut, c'est exprimer donc tangente θ, qui me permettrait finalement d'arriver dessus. Car tangente θ, en considérant que θ est très petit, mathématiquement, en radian bien sûr, c'est environ égal à θ. En géométrie, en trigonométrie, tangente θ, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Côté opposé dans mon triangle qui se dessine ici. Puisque mon seul angle θ est à l'intérieur, je prends le côté opposé, qui est donc la moitié de la tâche centrale. L divisé par 2. Sur le côté adjacent, qui est donc toute la longueur qui sépare l'obstacle de l'écran, sa distance grand D. Et puisqu'on a fait donc l'approximation, et bien donc, en reliant les deux formules ensemble, θ, c'est L divisé par 2D. On demande de calculer maintenant θ. Si on fait l'application numérique, on trouve θ qui vaut donc, à peu de choses près, 3,64 10 puissance moins 3 radians. En déduire la valeur de lambda. La relation, lorsqu'on a une diffraction, il faut absolument que ça devienne un réflexe. Diffraction, θ, c'est lambda sur A. On va donc en déduire que lambda, c'est égal à θ fois A. Si on fait l'application numérique, on obtient donc que lambda vaut, à peu de choses près, à 7,28 10 puissance moins 13 mètres. La question suivante, c'est la question un peu plus gênante par rapport aux informations, où l'idée de calculer maintenant l'incertitude qu'on appelle U de lambda, selon la formule qui est donnée juste en dessous. Donc U de lambda, ce sera donc lambda que multiplie tout le terme sous la racine carrée. Tout le terme sous la racine carrée est donné dans l'exercice. Donc le lambda, ce sera celui que l'on a calculé. Pour l'instant, je vais me permettre de garder la valeur lambda afin de travailler avec les valeurs à mettre dans les parenthèses. Le U de A, c'est l'incertitude de A qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire les 0, 0, 0, 5. Divisé par la valeur de A. Et A, on me l'a donné, c'est 0,200. Ce n'est pas nécessaire de retravailler les unités dans ce cas-là. Pourquoi? Au numérateur, je vais avoir des nanomètres. Au dénominateur, je vais avoir des nanomètres. Donc une unité nanomètre divisée par nanomètre, il ne me restera aucune unité à la fin. C'est l'avantage de ce calcul d'incertitude, c'est que ici, on n'est pas obligé de travailler avec les changements d'unité. Maintenant, s'ils ont été faits, ou bien si ça vous conforte, vous pouvez le faire. Mais sachez que ce n'est pas une obligation et c'est vraiment pas nécessaire. La différence donc d'incertitude pour petit d était donnée juste avant, c'était du 0,01 divisé par les 1,80 m qui séparaient, pour vérification, l'écran de l'obstacle, plus U de L sur L, donc on a donc les 0,1 sur la valeur elle-même, c'est-à-dire les 13,1, sans oublier de mettre des parenthèses et d'élever au carré. Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on multiplie aussi par le lambda que nous on a calculé précédemment, on obtient que le U de lambda, moyennant effectivement un arrondi, vaut à peu près 1,95 10 puissance moins 14 mètres, ce qui peut très grossièrement, mais alors vraiment très grossièrement, s'arrondir à 2,0 10 puissance moins 14 mètres. Et donc écrire la longueur d'onde de lambda présentée pour la question 4 sous la forme de lambda plus ou moins, ça veut dire que donc on a lambda qui vaut 7, et là c'est pour ça que la valeur d'arrondi est relativement importante. Si on a pris 2 à 10 puissance moins 14 et qu'on a donc nous pris le 16,28, on est obligé de prendre le 7,3 en termes de valeur, plus ou moins, puisque c'est notre onde d'incertitude, 0,2 10 puissance moins 13 mètres.